d'approvisionnement en produits locaux, sains et nutritifs. Monsieur Kanouté, à vous la parole. Merci beaucoup, Docteur Tal. Je voudrais dire bonjour à tout le monde, vous qui avez pris de votre temps pour assister à ce panel. Ça va mieux? Eh bien, voilà. Hein? Donc, saluer tout le monde. Et pour aller rapidement à la question que pose le docteur Tal, permettez-moi d'abord de saluer tous les collègues qui sont dans le même consortium, qui travaillent ensemble sur l'alimentation scolaire. Il s'agit d'organisations paysannes, il s'agit d'organisations internationales, d'organismes intergouvernementaux, d'ONG internationales, qui se retrouvent tous ici pour ensemble travailler avec le ministère de l'Éducation nationale à promouvoir, à faire avancer, mais surtout à pérenniser l'alimentation scolaire au Sénégal. L'état des lieux, je crois la meilleure manière de le donner, c'est de dire que nous sommes en train de construire l'environnement autour de l'alimentation scolaire. Et cela inclut le financement. Le Sénégal est passé de 0,11% sur un budget du ministère de 1000 milliards à aujourd'hui 4 milliards de francs CFA. Le Sénégal est en train de développer une vision autour de l'alimentation scolaire. Pourquoi voulons-nous l'alimentation scolaire? C'est l'idée de créer d'abord une équité sociale. Que les enfants de quelque nature, quelles que soient leurs origines, puissent accéder à un droit qui est le droit qui peut leur être nié si certains ont faim pendant que d'autres sont bien nourris et ont donc une meilleure capacité à écouter les enseignements. C'est l'équité sociale. C'est aussi l'équité territoriale. Faire en sorte que les différents territoires, communes, départements soient au même niveau dans ce pays. Que la distance géographique ne soit pas un facteur qui bloque l'accès à un service fondamental qui est l'éducation. Si et surtout un système qui est articulé autour des circuits courts. Les circuits courts, c'est faire en sorte que l'alimentation qui entre dans nos écoles soit de produits locaux, produits de préférence dans les terroirs et dans les territoires où nous sommes. Et c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, on est en train d'avoir une politique qui vient d'être validée. On est en train de travailler sur le plan stratégique pour les 5 prochaines années pour nous entendre sur quelle est la voie par laquelle on doit passer pour pouvoir universaliser l'alimentation scolaire. C'est ces différents ingrédients lourds qui font, je crois, aujourd'hui la spécificité du système alimentaire et de l'alimentation scolaire au Sénégal, adossé à une production locale. Nos différents partenaires sont en train de travailler sur tout le système alimentaire, des facteurs de production à la transformation, à la distribution, à la consommation, et on considère donc au niveau de la consommation les écoles comme des marchés institutionnels, comme les hôpitaux, comme l'armée, comme la police, où on dit il nous faut pouvoir promouvoir l'alimentation dans ces lieux-là. Et après la consommation, évidemment, la gestion des déchets. Quiconque produit des déchets. Il nous faut donc nous assurer que nous mettons en place un système
qui prenne en charge tout le système alimentaire aux différents maillons qui existent et qui privilégient l'accès à nos enfants à des aliments de valeur, de haute valeur nutritive, qui peuvent leur permettre de bénéficier de leurs droits. SEC est là, c'est le directeur des cantines scolaires. Tout le travail qui a été fait autour de l'alimentation scolaire ces dernières années et qui est en train de prendre la mayonnaise, si je puis dire, a été fait sous le leadership de SEC du ministère de l'Éducation nationale. À vous. Merci beaucoup, Monsieur Kanouté. Vous m'offrez une transition vraiment très facile vers Monsieur LH Sec de la division des cantines scolaires. Et on vient de faire un petit peu l'état des lieux de ce qu'on veut en termes de cantines scolaires, mais il y a des défis. Et au niveau du ministère, quels sont les défis que vous voyez pour l'approvisionnement des cantines scolaires en produits locaux qu'on peut qualifier de sains et nutritifs? Merci beaucoup de m'avoir offert l'opportunité de parler des cantines scolaires, mais permettez-moi d'abord de saluer toute l'assistance et magnifier l'intérêt qu'ils portent à ce sujet. Comme le temps nous est compté, donc je ne vais pas trop développer, mais j'aurais pu rester longtemps sur ces salutations parce que quand je suis devant des gens qui s'intéressent à la question de l'alimentation, du fait, je les prends du coup comme des partenaires. Et soyez sûrs que vous êtes désormais les partenaires et l'équipe de l'alimentation scolaire au Sénégal. Je pense que maintenant, par rapport aux défis, permettez-moi de rappeler un peu quelques éléments de contexte à la suite de ce que M. Kanouté vient de dire. Aujourd'hui, les cantines scolaires étaient caractérisées par un état de vulnérabilité assez poussé. Parce que de tout le temps, les cantines scolaires ont été financées par des ressources, majoritairement par des ressources externes. Et je m'en veux pour preuve, on a quitté un taux de couverture de 53% en 2013, 2012, 2013. Aujourd'hui, on est autour de 10 à 11%. Ce qui est derrière cette baisse, c'est que nous avons toujours été, les cantines ont toujours été financées par des ressources externes. Et ceci a montré que si nous voulons véritablement développer le système éducatif sénégalais, il nous faut véritablement attaquer les vulnérabilités. Et c'est ça que les nouvelles autorités ont bien pris conscience. Et depuis 2025, on a vu qu'il y a un regain d'intérêt en termes budgétaires. Et aujourd'hui, comme vient de le rappeler M. Kanouté, on a triplé ou quadruplé le budget. Et ça donne un signal fort par rapport à ce financement. Et je pense qu'également, il nous faut, par rapport à ce financement, mobiliser le secteur privé, ce que j'appelle les acteurs nationaux. Parce que l'État seul ne peut pas véritablement financer les cantines parce qu'elles coûtent cher, elles coûtent très cher, bien qu'il y a toujours cette volonté de minimiser les coûts à travers les approches, parce que en termes de minimisation des coûts, vous voyez toutes les denrées que les enfants consommaient au Sénégal, c'était principalement des denrées importées. Jusqu'en 2014, même dans la politique, c'était véritablement l'importation qui prédominait. Et de plus en plus, on s'est rendu compte que si on doit d'abord relever le niveau de couverture, il nous faut jouer sur les coûts. Du riz qui est importé depuis la Thaïlande, avec toutes les questions de manutention jusqu'au Sénégal, jusqu'au village, vous voyez combien c'est coûteux. Donc, pour réduire les coûts déjà, il faut véritablement aller vers les circuits courts. Et ça c'était même dicté par une nécessité et un manque de ressources qui nous avait dicté ce schéma-là, au-delà même des aspects que nous développons aujourd'hui. Donc, aujourd'hui au Sénégal, la volonté politique, c'est de faire en sorte que tous nos enfants consomment des produits locaux dans nos cantines, mais encore faudrait-il qu'il y ait suffisamment de production. C'est là où il y a le défi le plus important. Parce qu'une chose est de dire, nous allons consommer local dans nos cantines, mais encore faudrait-il qu'on ait un système de production capable de fournir les éléments, les quantités nécessaires. Parce que si nous avons un nombre important
d'élèves à couvrir, ça veut dire que le volume des besoins sera énorme. Et la question, est-ce qu'aujourd'hui notre système de production est capable de le faire? Je dis non. C'est pourquoi nous, dans le suivi qu'on fait de nos indicateurs, on a un indicateur qui nous permet de dire dans tout ce que consomment nos enfants dans les écoles, X% proviennent de la production locale. C'est pour un peu voir quels sont les gaps et comment, en rapport avec les autres secteurs, notamment l'agriculture, comment, en tout cas, coordonner pour que les cantines puissent être approvisionnées à partir de produits locaux. C'est tout un système et le ministère de l'Éducation nationale en est tellement conscient qu'il a mis en place ce qu'on a appelé un groupe multisectoriel pour l'alimentation et la nutrition, dont faisait allusion M. Kanouté. Donc, nous avons dans ce groupe l'ensemble des sectoriels qui interviennent dans le domaine de près ou de loin, ceci juste pour aller dans une approche multisectorielle qui va nous permettre d'avoir des cantines pérennes. La pérennisation maintenant des cantines, c'est un objectif, c'est un défi. Il nous faut à la fois faire en sorte que les mécanismes de financement soient des mécanismes endogènes. Il nous faut également, du côté de la production, travailler avec les secteurs de production tels que l'agriculture, le commerce, la pêche, l'élevage, faire en sorte que ces gens-là soient connectés au marché des cantines, mais également travailler à ce que les communautés aient les capacités de contribuer. Parce que si on se dit que les cantines scolaires ne peuvent être pérennes que lorsque les acteurs nationaux doivent prendre en main leur contribution, y compris les communautés, il faut nécessairement les préparer à avoir les capacités de produire. Parce que je ne suis pas sûr qu'un parent d'élève puisse refuser de contribuer à la cantine pour que son enfant mange. Mais si ce dernier n'a rien pour participer à la cantine, il ne le fera pas. C'est pourquoi derrière, il faut qu'il y ait des actions d'urgence, donc à travers des dons, à travers le financement de l'État, mais derrière, il faut qu'il y ait un travail dans le développement des cantines à travers la mise en place d'initiatives, des activités génératrices de ressources qui permettent un peu de venir en appoint de ce que l'État va mettre et les collectivités territoriales et le secteur privé. Et ceci va constituer vraiment les fondamentaux des cantines scolaires pérennes au Sénégal. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Seck, pour cet éclairage vraiment pointu sur ce qui se passe actuellement sur les cantines, dans les cantines scolaires. Il y a cette politique qui est développée, il y a un groupe de travail qui est mis en place. On voit que les financements sont augmentés. Euh, mais quand on compare tout ça aux besoins, il y reste encore un gap important à combler. Et je vais me tourner vers la recherche, vers Dr Sidi Tunkara de IPAR, pour qu'il nous donne, lui, du côté de la recherche, comment on voit les défis liés à la mise en place des cantines scolaires en se basant sur des produits locaux, sains et nutritifs. Parce que des cantines scolaires, il peut y en avoir, mais des cantines scolaires qui s'approvisionnent localement avec des produits locaux, sains et nutritifs, c'est une autre histoire. Sidi, à vous. Bonjour, Madame la modératrice. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais, pour illustrer mes propos, rebondir à partir des deux intervenants. Le premier sur l'environnement dans lequel les acteurs de l'alimentation scolaire évoluent et le défi important qui a été soulevé par le chef de la division des cantines scolaires. Si on part de ces deux constats, on mesure tout l'intérêt de faire en sorte que les cantines scolaires puissent être un levier, un moteur pour tirer les systèmes alimentaires locaux. Donc, dans ce sens, en tant que structure de recherche, l'IPAR s'est associé à SICODEV et GRDR pour essayer d'élaborer un programme de recherche-action pour développer à la fois les cantines scolaires au niveau du Sénégal, mais aussi essayer de les arrimer aux systèmes alimentaires locaux. Le but principal, c'est d'essayer de dynamiser les systèmes alimentaires locaux, mais en faisant en sorte que l'approvisionnement puisse être plus assuré par la production locale, mais pas n'importe laquelle. C'est une production locale qui fait la promotion de l'agroécologie. Donc, consommer sain, c'est aussi au cœur des cantines scolaires. Le chef de la division des cantines scolaires l'a évoqué tout à l'heure, le fait d'importer avec tout ce que cela comporte comme inconvénient en termes financiers, en termes écologiques, en termes sanitaires,
Donc, cela justifie amplement le fait qu'il faudra davantage développer la production locale pour alimenter les systèmes, les cantines scolaires. Et pour cela, dans le cadre de ce projet, on va essayer d'abord de faire ce qu'on appelle de la recherche, d'avoir des données. Ce matin, la question des données a été soulevée dans les panels précédents. Donc, il faut avoir des données sur les exploitations familiales. Mais dans ce sens-là, ces données-là, ça nous permettra de faire d'abord ce qu'on appelle le diagnostic, l'évaluation, de mieux faire l'état des lieux qui a été un peu brossé par le directeur de SICODEV, M. Kanouté. Et à partir des résultats du diagnostic qui a été fait à la fois sur l'approvisionnement des systèmes, des cantines scolaires, mais aussi sur l'intégration et la structuration des systèmes alimentaires locaux. Donc, c'est sur les deux aspects que le diagnostic va se faire. Et avec les données qu'on aura, on va essayer de parler davantage avec les différents acteurs sur le terrain pour essayer de co-créer ce qu'on appelle des innovations. Ça peut être en termes d'organisation, ça peut être aussi en termes d'accompagnement des organisations de producteurs qui doivent pouvoir mettre sur le marché à destination des comités de gestion des écoles au niveau pour les cantines scolaires, en termes d'accompagnement pour promouvoir des pratiques agroécologiques. Donc, une fois que ces solutions innovantes auront été expérimentées, donc les enseignements vont être tirés et à partir de là, on va passer ce qu'on appelle à la troisième phase qui consiste à faire du partage de connaissances, du plaidoyer et travailler en étroite collaboration avec les services de l'État, les décideurs politiques, ce qui explique davantage aussi la présence du chef de la division des cantines pour essayer de voir comment on pourra mettre à l'échelle ces innovations, ces expérimentations qui auront été expérimentées sur le terrain pour faire en sorte que le pont qui existe entre l'approvisionnement des cantines scolaires et la production au niveau des systèmes alimentaires locaux. Il y a un pont qui existe, ça a été dit tout à l'heure, mais ce pont est en construction et faire en sorte comment le projet puisse apporter sa pierre à l'édification de ce pont, qu'il soit beaucoup plus robuste pour relier les deux systèmes, pour à la fois impacter positivement l'éducation des enfants au niveau des écoles, mais que ça soit aussi une source de revenus complémentaire pour les producteurs locaux. Donc voilà en quelque sorte le projet de recherche qu'on a en commun avec GRDR et SICODEV sur les 4 années à venir qui, je l'espère, pourra apporter sa pierre à l'édifice. Merci. Merci beaucoup pour votre éclairage sur la situation actuelle et les défis de l'alimentation scolaire. On a fait un peu l'état des lieux. Et maintenant, il faudrait qu'on voit quels sont les modèles ou les innovations qu'on peut apporter. Et on a avec nous docteur Claudia Ringler de IFPRI qui va nous donner quelques éléments sur ce qui se fait ailleurs, sur les innovations possibles et sur lesquelles IFPRI a déjà travaillé. So, Claudia, we did a little bit of a stock taking on the situation of the homeschool feeding linked with the food system. So, Claudia will speak in English and I will try to translate. Je ferai la traduction simultanée. Mon français est très mal et c'est pour ça qu'elle va transcrire pour moi. Merci pour tous pour écouter cette très importante session de School Meals. So, le problème avec ce thème, c'est il y a beaucoup de... there's a lot of inequality. Globally, 25% of all children get access to some school meals, but in low-income countries, it is only 13%. No, go ahead. Oh, I'll synthesize. Okay. And of course, the reason is those meals are very expensive because you have a lot of children and there are many more children to come. So this is one of the big questions. How can we get the costs down while providing a very healthy and sustainable meal? So that's the first issue, is cost. The second one is, what are we providing in terms of school meals? In the United States, it's a lot of fried food. It's very unhealthy and it creates habits for life that are unhealthy. So what we want to do with school meals is to create habits for life that incorporate a diverse diet, fruits, vegetables, local grains if possible. So that's the second aspect. The third aspect is, with school meals, we can also improve rural incomes if procurement is done correctly, but it's a big if.
Who is allowed to provide the school meals? Are we talking to farmers who use agroecological approaches? Are we looking for the cheapest that is imported from abroad? So that is the next question that has to be addressed. And who is involved? Is it women or is it men? We know that women are still responsible to provide food on the table, but are we now going to, male farmers? Are we going to women farmers? Or we are trying to bring both together? So the Gender, Climate, and Nutrition Integration Initiative, GCAN, where that involves IPAR and other partners in 4 more countries, are looking at the framework, a framework that integrates climate change, gender, nutrition, to push forward various topics. And I think there is little question on nutrition. School meals, nutrition is the primary reason, and of course for education outcomes, but it can also help address climate change. It can support climate action, depending on what we are providing in terms of school meals. Also, we heard already the food loss and waste, how that's being, the food waste, how that's being treated, and also how we are preparing the school meals in terms of energy used for pumping the water and energy used for cooking the meals. So if you're serious about providing sustainable, healthy school meals, sustainability matters. It can reduce climate change impacts, and it can also therefore increase climate resilience. So that is the climate change benefit. And of course, we talk about larger environmental benefits as well. And so that means we have to, reduce pesticide introduction into the crops, look at integrated pest management, integrated soil fertility management, etc. So if we look at this overall framework, and if we bring together the gender aspects, the nutrition aspects, and the climate change aspect, then we can develop resilient, sustainable, and equitable school meal programs in Senegal and in all low-income countries where currently we have a big deficit. Thank you. Merci beaucoup, Claudia. En fait, Claudia, elle a parlé de l'accès inégal. Elle montrait que même si dans le monde, 1/4 des enfants peuvent recevoir des repas à l'école, dans les pays à revenus élevés, c'est 50%. Et dans nos pays en Afrique subsaharienne, on est à 13%. Donc, il y a vraiment un lien entre le niveau de développement des pays et l'accès à ce type de services-là. Et ce qu'elle nous expliquait aussi, c'est qu'en général, ces services, ils sont soutenus à 100% par l'État, par le gouvernement. C'est des programmes gouvernementaux qui payent pour ces cantines scolaires-là. Et alors qu'ici au Sénégal, on nous dit que seulement 50% du financement était assuré par l'État. Et Claudia est revenue sur le rôle nutritionnel et social clé des cantines scolaires pour lutter contre l'insécurité alimentaire, bien évidemment, mais aussi pour faire en sorte que la pression sur les ménages, sur les familles soit réduite. Elle a parlé aussi du lien avec les producteurs locaux pour qui on voit des baisses de revenus. On a parlé beaucoup d'agriculture depuis le début de ce forum et il y a des questions sur la stabilité des revenus pour les agriculteurs et ce type de marché institutionnel pourrait favoriser la stabilité des revenus chez les agriculteurs. Au-delà de la production, il y a aussi des enjeux environnementaux et climatiques qui sont liés à ces cantines scolaires. Et oui, ce n'est pas juste ce qui se passe dans nos estomacs. Les repas scolaires peuvent soutenir la durabilité si et seulement si elles privilégient les produits agroécologiques, les produits sans pesticides, etc. Et elle donnait l'exemple des États-Unis où là, il y avait une alimentation scolaire qui était assez répandue, mais où la qualité des éléments était assez mauvaise puisqu'on parle beaucoup d'aliments frits avec une grosse valeur calorique, mais une petite valeur nutritive. Le dernier point de Claudia, c'était sur les questions, le rôle des femmes qui sont souvent responsables de la préparation des repas, de la gestion des ressources. Mais en fait, quand on met en place un programme, il faut savoir qui est-ce qu'on va mettre au centre de la gouvernance de ces programmes-là. Qui peut préparer les repas? Qui peut faire les achats?
Et souvent, on a un modèle qu'on calque et qui n'est pas le modèle qui est le plus adéquat pour l'école dans laquelle on est, la communauté dans laquelle on est. Donc, la gouvernance et les pratiques sont vraiment extrêmement importantes. Et le dernier point, c'est la question de la mise à l'échelle. Les choses peuvent marcher très bien à une petite échelle, à l'échelle d'une école, à l'échelle d'un groupe d'écoles qui est géré par une ONG, comme on va le voir tout à l'heure avec le GRDR. Mais le grand défi, et ça va être le défi de M. Sec avec la division des cantines scolaires, c'est comment on met à l'échelle ces modèles-là. Donc, je vous remercie, Claudia, pour ces éléments d'éclairage sur ce qu'on voit sur les cantines scolaires. Et je vais maintenant me donner la parole à Seini Kebe du GRDR pour nous donner un peu des éléments du modèle que le GRDR développe. Parce qu'on a des éléments qu'on voit un peu dans le monde, mais au Sénégal, il y a des modèles qui sont développés, qui semblent fonctionner. Qu'est-ce que c'est ces modèles et comment on les met à l'échelle? Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je pense que la question est tellement pertinente, centrale, que c'est très complexe d'y répondre. D'autant plus que vous avez, dans votre intervention, semblé dire qu'en fait, les modèles ne peuvent pas être universalisés. Donc, il faut essayer vraiment que les modèles s'intègrent au niveau des territoires. Effectivement, nous, en tout cas, notre approche, c'est de dire que aujourd'hui, au niveau des territoires, il y a des réalités. Et chaque territoire les cantines doivent s'intégrer au niveau de ces territoires-là qui permettent vraiment de pouvoir mener ces cantines à bien. En tout, les modèles qu'on a expérimentés ici, on peut citer 2 ou 3. Le premier modèle qu'on a essayé de faire, c'est le modèle périurbain avec ce qu'on appelle les comités de suivi des cantines. Monsieur le directeur l'a évoqué, quand on parle de ces cantines-là, il faut avoir une équipe de gouvernance. Et cette gouvernance, comment on implique l'ensemble des acteurs pour que ça puisse assurer à la fois la traçabilité, mais aussi ça puisse assurer la fonctionnalité, le fonctionnement, mais aussi mobiliser des ressources, que ce soit des ressources locales, endogènes, qui permettent de fonctionner. Et quand on parle de ces cantines aussi, en fait, il y a un acteur essentiel qu'on pense qu'il faudrait intégrer. Parce que quand on regarde la nomenclature de l'éducation, elle est transférée au Sénégal aux collectivités territoriales. Donc, ces acteurs jouent un rôle, continuer à jouer ce rôle dans la gouvernance et aussi ce qu'on appelle le fonctionnement de ces cantines-là. On a expérimenté au niveau de la région de Dakar avec ce qu'on appelle les modèles de cuisine centrale qui permettent en tout cas de regrouper un ensemble d'écoles approvisionnées par en tout cas un dispositif centralisé avec une unité de gouvernance impliquant l'ensemble des acteurs, associant à la fois la collectivité territoriale, mais aussi la RSE, les entreprises locales, les parents d'élèves. Ce mode de gouvernance, en tout cas, on pense que c'est possible de le développer en milieu urbain, mais en milieu rural, c'est très complexe de le développer. Et d'autres modèles qui sont développés en milieu rural, c'est de voir qu'est-ce qui est disponible. Déjà, en tout cas, la cantine ne vient pas avec un besoin, mais la cantine s'intègre dans le besoin qui est au niveau des territoires. Quand on va dans les domaines, dans le ferlo, où la production en produits laitiers est beaucoup plus importante, comment ces cantines-là peuvent, en tout cas, dynamiser la filière lait, notamment, en tout cas, avec les producteurs laitiers. Et le dernier élément qu'il faudra ajouter dans ces modèles de gouvernance aussi, c'est comment ces dispositifs arrivent à dynamiser le système alimentaire. Un exemple très concret. Dans l'un de nos territoires d'intervention, quand on est venu pour intervention, on a demandé une céréale locale. La céréale, elle était produite sur place, mais elle n'était pas transformée. Donc, elle était obligée de faire aller-retour. Et quand la demande est installée, en fait, un entrepreneur s'est installé et a mis cette filière-là sur la transformation pour donner de la plus-value, essayer de vendre le marché qui est là, les cantines, mais aussi essayer de faire la distribution au niveau de la localité. Donc, en gros, pour faire la synthèse, il y a plusieurs modèles qu'il faudra voir. Maintenant, effectivement, dans votre intervention, quand on est à l'échelle locale, c'est un peu simple, mais à l'échelle communale, c'est beaucoup plus complexe. À l'échelle nationale, ça devient
Mais quand même, l'État a réfléchi sur ça en mettant en place ce qu'on appelle les dispositifs du groupe multisectoriel. Et en le déployant au niveau le plus proche, ces groupes-là devraient permettre d'accompagner toute la dynamique et permettre de coordonner la politique nationale qui est en cours de se stabiliser avec l'ensemble des partenaires. Je pense que monsieur le directeur et monsieur Kanouté l'ont évoqué. Au niveau national, il y a une réflexion qui est en train d'être menée et cette réflexion a été menée avec l'ensemble des acteurs qui ont permis d'avancer sur des orientations stratégiques. Et ces orientations stratégiques vont être déployées au niveau des territoires pour avoir en tout cas des cantines scolaires déjà durables, approvisionnées au maximum par des produits locaux et avec des financements endogènes. Merci beaucoup, Seyni, pour nous avoir présenté ce qu'on fait au GRDR et comment ça s'intègre à la dynamique globale au Sénégal. Et on voit que ce qu'on vit au Sénégal n'est pas loin de ce qui se passe ailleurs. Et un des points, c'est que l'utilisation, l'approvisionnement local peut permettre de débloquer, de stimuler la production locale, la production de légumes, la production de céréales, mais pas seulement. Vous avez parlé d'une transformatrice de céréales qui a pu s'installer grâce à ce marché qui a été développé. Et c'est pour ça que je vais maintenant regarder Madame Dia. Madame Dia est la directrice d'une unité de transformation de fruits et légumes. Madame Dia, pour vous, comment est-ce que les cantines scolaires peuvent stimuler le développement de la transformation à l'échelle locale? Est-ce que vous avez des exemples précis que vous pouvez nous donner? Bonsoir, Monsieur Seck, Monsieur Kanouté, chers invités, bonsoir. C'est Madame Sow Fatou Seya, je suis la directrice de l'unité de transformation fruits et légumes céréales locales basée à Rufisque. Et là, les cantines, je vais parler des cantines scolaires, ça nous a permis d'avoir travaillé en quantité et en qualité. Parce que si nous voulons faire la transformation et nous n'avons pas de commandes, ça c'est un problème pour nous. Mais avec les cantines scolaires, ça nous a permis d'acheter en groupe et en quantité et ça nous a permis de planifier comment travailler toute l'année et faire des harmonisations de process, faire la formation avec les femmes pour leur dire la quantité qu'il faut, le produit qu'il nous faut. Et là, avec les cantines scolaires, nous avons pu avoir des commandes. Et cette commande-là, on dit que peut-être si toutes les écoles pouvaient avoir des cantines scolaires, ça va nous permettre, nous les femmes transformatrices, d'être autonomes. Parce que si nous produisons et nous ne pouvons pas les vendre, c'est un problème. Je vais m'exprimer en Wolof, je crois que c'est bien. Et je pourrais bien m'exprimer. Les cantines scolaires, les ñoo jàppale naka la ñu jàppale mooy parce que au début dañ doon liggéey mais liggéey bi ñu doon liggéey ka dafay nekk problème mais pour jaay ka pour mu nekk problème les cantines scolaires dañ doon ñëw def un partenariat signé ak ñun avec avec le conseil départemental de Rufisque pour nous dire que toute l'année, vous avez telle quantité pour les écoles. Donc, ça nous a permis d'acheter avec les producteurs Mbayam Souna, faire évaluer toute l'année le prix, la quantité que nous voulons. Et là, nous avons l'acheté à un prix normal. Sinon, vous faites qu'on ait un top à tout moment, parce que vous savez les 1000 bi dafay varier. C'est le même 1000, mais 1000 bi chaque mois dafay augmenter. Et vous faites qu'il y ait lolo amuloko, xamuloo li ngay liggéey, day nekk pertement si yow, wala tey prix bi ngay jëndee 200 francs, suba mu nekk 300 francs, c'est un problème. Les partenariats boobu ñu amoon, des fois ñu daal di ñu te dañu doon fay à l'avance avec des chèques. Moo ñu permettre ñu dem stocker sunu matière première moo ñu doon permettre ñun ñu fa nekkoon noonu unité de transformation yooyu ñu toog lëkkaloo def harmonisation de process pour xam pourcentage bi ñu bëgg a mën liggéey
si araw bi si cere bi si caakiri bi yëpp comme ça ñëpp ñu nekk dans les mêmes normes d'hygiène ak même qualité bi parce que bu fekkee tamit ñun dañuy liggéey ñu noonu parce que dañu bëgg liggéey mais dañu am autorisation de fabrication am suñu NINEA am suñu registre de code pare daal di am suñu code barre loolu moo ñuy permettre mu wër nañu li ñuy liggéey dañuy respecter norme d'hygiène te bu li ne war dafa nekk lu sain te dañuy xool ne léegi pour ñu lutter contre la malnutrition il faut que xale yi ñuy jox leen lu xam ne ñun du ñoo ko créer mais c'est dans les normes loolu moo ñu permettre tey jii ñun cantine scolaire yi ñun ñëpp ñun unité yu nekk foofu yëpp ñu mën a am des revenus loolu ñu permettre aussi ñu yokk suñu personnel yi ñoo ñu permettre aussi pour ñu jënd des machines adéquates parce que boo xoolee ne des fois dañ doon liggéey 50 kilos on est à 500 kilos par jour donc 500 kilos par jour mën nañu ne presque 300 yi wala yooyu ñoom ñoo koy def commande kon am nañu léegi fu ñu mën a jaayee ak yeneen personnel yu ñëw di jënd kon je crois que cantine scolaire yi dafa am solo si askan bi dafa am solo si école yi parce que bu fekkee ne parents yi ñu ngi participer état ñu koy demander pour ñu gën a mën a jël en compte ministre de l'agriculture éducation ñoom ñëpp ñu jël école yëpp ñu jël case des tout petits ñu jël daara moderne yi ñëpp ñu commencé di leen di jox parce que bu fekkee ne bu njëkk ba nit yi dañ doon ne fondé dañ doon jox xale yi nga xool xale bu xam ne dafa fanaan xëy rek parents yi daal di am benn somme bu tuuti jox ko mu jënd lu xam ne si biti amul benn valeur nutritionnelle bon je crois que jàng bu mu waroon jàng sax du ko mën a jàng mais xëy na tamit bu fekkee am nga sa benn kaasu fondé boo xam ne wóor na ne lii valeur nutritionnelle yu si nekk dina la mën a jàppale ci loolu ñu toog ba midi aussi ñu joxaat leen ñu lekk je crois que population bi yëpp ñoo war a jóg def demander loolu parce que c'est demande sociale pour école yëpp mën a am la parce que bu njëkk bi demi pensionnaire moo doon am xale yi dañ doon lekk par ba ngoon suñu dem mais il est temps que léegi parents d'élèves yi autorités yi ñëpp jël les cantines scolaires baax na mais baax na pour xale yi mais baax na ñun en tant que transformatrice baax na en tant que producteur bi kon chaîne de valeur boobu yëpp dafay dox parce que producteur bu fekkee dafa bay dugubam bay mboqam te xamul fu mu koy jaay te bu wóor ne école yi ne yëpp bu di mën a distribuer dootul ñëw fii day toog foofu di bayam léegi bu fekkee ne kii defar borom tiir bi borom oto beex ñooñu ñëpp chaîne de valeur bi yëpp ba si transformatrice bi ba si même bu fekkee restauratrice yi parce que du transformatrice parce que ñun bu ñu tooy restauratrice yaa ngi foofu chaîne de valeur yooyu yëpp muy dox je crois que loolu ñun ñëpp ñoo ko war a jël en compte jàppale ko askan wi jàppale suñu njaboot bi pour ñu xam le consommer local mooy dundal sa bopp bay dunde mooy ñu xam ne léegi fii mu nekk léegi dañuy consommer local boobu moo ñu may suñu wér-gu-yaram te mooy tax tamit ñun ñëpp ku nekk mën a am koom bi mën a des si dëkk bi ba ñuy jël di jéggaane koom bi waaw merci jërëjëf madame Dia wax nga lu am solo foofu mooy marché bi accès au marché pare fexe ba xale yi li lekk mu doon lu baax. Donc vous avez dit quelque chose de très important sur la question de l'accès au marché. Les cantines scolaires, c'est un marché qui est proche des producteurs, qui est proche des transformateurs, parce qu'on parle de marché institutionnel, mais ça nous paraît loin, ça peut être une administration qui est loin de nous, alors que les écoles, elles sont dans nos communautés, elles sont dans nos quartiers et elles permettent d'avoir des marchés qui sont multipliés. Merci beaucoup pour ce plaidoyer que vous venez de faire. Donc, 3 grands messages se dégagent de ce qu'on vient d'entendre. 1, les cantines scolaires, c'est un outil de nutrition, ça on en est sûr, mais c'est aussi un levier de développement à des échelles de territoire. Et on voit qu'au Sénégal, il y a un engagement politique et financier sur cette question des cantines scolaires. Le deuxième point qui s'est dégagé, c'est que l'approvisionnement local reste un défi. Ce n'est pas facile, ce n'est pas parce qu'on dit qu'on va le faire qu'on arrive à le faire directement. Mais il y a des modèles qui existent, il y a des partenariats qui se créent qui peuvent permettre d'ouvrir la voie. Et enfin, pour
pour réussir, il nous faut des politiques cohérentes, il nous faut une synergie d'acteurs. On a un groupe multisectoriel qui est créé à différentes échelles, nationales, plus locales, et il nous faut aussi un engagement du secteur privé pour s'assurer que tout le monde est inclus dans ce système-là, en particulier les femmes et les jeunes. Je propose maintenant qu'on ouvre les questions à la salle. Je vais prendre 4 questions pour commencer. Monsieur, madame. J'ai les premiers de classe, quoi. C'est eux qui posent les questions. Donc, on a les questions au premier rang et on va commencer par madame. J'ai 2 questions. Je vais poser une question à monsieur et une question à madame. Pour le ministère de l'Éducation, je veux savoir si dans la réflexion, dans vos groupes multisectoriels, est-ce que vous mettez la question de l'accès des femmes à la commande publique? C'est quelque chose qui est au niveau de l'État, il y a une réglementation sur ça et je pense que c'est éminemment pertinent quand on parle des cantines scolaires. Qu'est-ce qui est fait pour que les femmes accèdent à la commande publique et que ça soit aussi territorialisé, parce que ce qui se passe, ce n'est pas seulement au niveau institutionnel, mais aussi au niveau des territoires. Madame, vous faites de la transformation des produits locaux et ça alimente les cantines scolaires, mais on sait que les unités de transformation sont consommatrices en énergie. On a parlé de la mise en œuvre de ces activités dans un contexte de changement climatique. Est-ce que pour l'accès à des énergies faibles en carbone ou même ceux qui sont dans les exploitations familiales qui produisent, est-ce que ça se sent pour vous aussi? Voilà, merci beaucoup. Je m'appelle Raïmba, donc directeur de la ferme école agroécologique des 4 chemins. Ce n'est pas une question, mais c'est des témoignages parce que j'ai le droit de témoigner aujourd'hui. Parce que moi, personnellement, j'ai bénéficié de cet impact parce que les scolaires ont de l'impact économique, éducatif, environnemental, sanitaire au niveau de la base. Parce que la façon dont les cantines scolaires sont mises en place, parce que c'est nous les producteurs de la base qui sommes qui approvisionnent les cantines scolaires. Parce que nous, déjà, ils pensent à l'alicament. Ils pensent aujourd'hui à l'aspect sanitaire des écoles. Parce que comme nous produisons des aliments bio, donc là aussi, ils utilisent nos produits. Ça, c'est l'aspect sanitaire. L'aspect économique, nous, en tant que producteurs, c'est nous qui vendons, qui approvisionnons les cantines scolaires. Et donc, il y a les retombées économiques à la base, parce que c'est nous qui produisons et nous avons signé des contrats avec les cantines scolaires. Chose aussi importante, parce que aussi ces écoles, ils viennent au niveau de nos parcelles pour un ensemencement de conscience par rapport à ce qu'ils mangent. Donc, il y a aussi l'aspect éducatif parce qu'ils viennent au niveau des parcelles et nous, on leur donne des leçons sur la nutrition et ils vont comprendre ce qu'ils mangent. Et au retour, au niveau de leur famille, c'est un ensemencement de conscience générale au niveau des familles. Donc, ces cantines scolaires qui gravitent autour de nous, des collectivités, je pense que c'est des choses importantes. Maintenant, le problème majeur, comment essayer de multiplier ça, je pense que c'est à l'état aujourd'hui. Quelque chose qui a été mis en place, de stratégie. Par contre, il y a des problèmes parce que chaque zone aussi a ses spécificités. Mais aujourd'hui, GRDR, Chicodev, donc ils ont de l'expérience. Et nous, en tant que producteurs, ensemble, nous avons de l'expérience. Comment unir la symbiose, synergie de ces actions au niveau national pour que ce problème au niveau des écoles puisse être un vieux souvenir. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Ablaye Gaye. Je suis un technicien supérieur agricole. Et vraiment, je suis très ému et content d'être là aujourd'hui parce que ce que je viens d'entendre, je vois que j'ai des futurs collaborateurs. Parce que je porte un projet qui est de mettre en place des clubs environnement agroécologie dans les établissements.
et par le biais du ministre de l'Agriculture, qui nous a mis en rapport avec ses services techniques, on a pu former 800 élèves sur la question de l'environnement, sur la question notion sur l'environnement et de l'agroécologie comme compostage, microjardinage, et que même il y a des élèves qui ont mené des activités agricoles lorsqu'ils ont été aux périodes de récolte. Ces produits ont été transférés dans leur cantine scolaire et transformés comme aliments, et ensuite le reste a été vendu. D'ailleurs, ce qui a fait que il y avait une délégation de partenaires du forum qui s'est déplacée le 31 août à Thiès pour visiter le travail qu'on est en train de faire. Tout à l'heure, madame, vous avez dit que ce n'est pas tout ce qu'on veut faire, on va le faire. Mais ce projet, je crois qu'on a une solution et la solution, c'est nous. Merci. Super. La solution, c'est vous. La solution, c'est nous. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je voudrais d'emblée remercier tous les gens qui sont au niveau du Présidium pour la clarté de leurs explications et pour l'importance, n'est-ce pas, de la communication qu'ils ont eu à avoir. Alors, je me présente, je m'appelle Koulimbaï. Je suis le représentant de Machineering Sénégal et on travaille dans la mécanisation, mais la mécanisation, elle est transversale. Alors, j'ai été impressionné parce qu'autour du déjeuner, j'ai rencontré M. Traoré de l'ECOWAS, de la CEDEAO, qui m'a parlé de ce projet de cantine. Et heureux que je sois ici en train d'écouter, n'est-ce pas, tout ce qui se dit dans cela. Et nous, à Machineering, au-delà des machines, parce qu'on a dit les machines représentent un aspect très important aussi dans l'agriculture. Et nous sommes forts d'une population de producteurs de plus de 37 membres répartis dans tout le Sénégal. Et ce que nous avons pensé aux cantines et nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Et nous avons dit, les machines que nous avons, on peut les mettre à la disposition des producteurs. Lesquels producteurs sont les parents de ces enfants qui vont dans ces écoles. Et quand on sait les bienfaits de ce qu'on appelle les cantines scolaires, en termes de rendement scolaire, je pense que nous n'avons pas le droit de s'arrêter. Et nous devons continuer et faire des cantines scolaires, les universaliser dans toutes les écoles du Sénégal, que ce soit du préscolaire en passant par l'élémentaire jusqu'au moyen et jusqu'au secondaire. Je pense que c'est un vaste programme et je pense que le ministère est en train de travailler là-dessus. Et nous, à Machineering, nous sommes prêts à aider dans cette voie-là parce que les machines, c'est les machines qu'on donne aux producteurs à leur demande. C'est des machines de transformation, c'est les machines de production, c'est des machines agricoles qu'on leur donne et ils sont en train de travailler là-dessus. Et on pense à les mettre à disposition, qu'ils travaillent en soi. Autre chose, c'est quoi? Moi, je vois un entrepreneur. L'élève du préscolaire, l'élève du primaire à qui on apprend le jardinage, l'élève du primaire à qui on apprend le cattle breeding, à qui l'on apprend comment faire, comment élever les poules, comment faire l'élevage des moutons, etc. Mais cet élève, dès le bas âge, est en train de faire de l'entrepreneuriat. On lui apprend ça. Et nous sommes au XXIe siècle et de plus en plus, l'entrepreneuriat, l'agriculture doit aller vers ça. Et nous, les jeunes, vous les jeunes, parce que je suis un peu vieux, vous les jeunes, vous devez être au devant de ce combat-là. Parce que c'est la force, mais aussi c'est la tête. Et vous aimez bien réfléchir. Et quand vous réfléchissez, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, moi, je pense que ce projet-là, Monsieur Seck, en tant que chef de division, n'est-ce pas, des cantines scolaires, soyez notre interprète auprès du ministre. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. C'est un projet qui est en train de faire son bout de champ. Donc, continuons ensemble et travaillons et ayons une jonction d'action, une synergie. Moi, je m'appelle en agroécologie et
système alimentaire est là. Mettre 1000 francs dans les subventions d'intrants ou mettre 1000 francs dans les cantines scolaires? Qu'est-ce qui marche le mieux? Qu'est-ce qui a le plus d'effet sur les systèmes alimentaires? C'était ma question. Merci. Donc, je vais très rapidement donner quelques éléments de réponse et passer la parole aux autres membres du panel. D'abord, par rapport à l'accès des femmes au marché des cantines, je pense qu'on n'a pas fait de différence sur qui doit accéder et qui ne doit pas accéder. L'accès au marché des cantines est ouvert à tout le monde, à tous les producteurs, en tout cas tous les membres de la chaîne de valeur. Et la dimension genre, quand même, est très bien prise en compte parce que dans certaines écoles, les légumes qui sont achetés pour la cantine sont trouvés auprès des femmes qui ont des jardins, en tout cas des espaces agricoles à côté. Et ce qui nous a permis de le faire, parce que depuis quelque temps, a opté pour transférer les ressources des cantines au niveau des écoles. Ce n'est pas la division ou la direction des cantines qui gère les ressources des cantines. Nous, ce qu'on fait, on fait un avis technique, on détermine les écoles qui doivent en bénéficier selon des critères très partagés et l'argent est envoyé directement à l'école. Et c'est le comité de gestion de l'école qui gère les ressources dédiées aux cantines pour l'école. Et nous, on gère un peu tout le dispositif de coordination, de suivi, etc. Et l'innovation cette année, c'est des ressources qui étaient envoyées sous forme d'enveloppe avec des dispositifs d'acquisition de marché sont maintenant derrière nous. C'est des transferts directs de ressources qui vont être faits dans les écoles. Et à travers Wave ou Orange Money, l'école reçoit son argent et l'école aura plus de possibilités pour acheter directement auprès des producteurs qui sont dans sa zone. Encore faudrait-il que ces produits proposés entrent dans le cadre des produits éligibles et qui ont fait l'objet de validation nutritionnelle. Donc, ça, c'est par rapport à l'accès. Donc, vraiment, les femmes, tout le monde a accès à ces marchés. Je vais peut-être répondre par rapport au club environnemental. Je pense que le ministre de l'Éducation nationale, M. Baba Girassi, dès son arrivée au niveau du ministère, a développé le concept de NITE. Peut-être certains l'ont entendu. Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. Parce que nous avons considéré que l'école faisait plus d'instruction que d'éducation. Les enfants étaient capables de casser les murs des écoles qui les forcent. Ça veut dire qu'à un certain moment, ils ne savent même pas quel est l'instrument qui leur prépare. Et c'est dans ce sens qu'on a créé le concept d'unité et tout ce que vous venez de dire en termes de développement personnel, en termes de sensibilisation, de club
environnementaux, etc. Tous ces aspects-là sont développés dans ce concept. Peut-être nous aurons l'occasion de vous faire bénéficier de ces informations et de ces documents, et ça vous renforcera dans ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, par rapport à l'accès également, il y a une application qu'on a développée parce qu'au moment où je vous parle, si les cantines fonctionnaient, si c'était au moment donc, de l'année scolaire, je pouvais à partir d'ici savoir quel est le nombre de cantines et quelles sont les cantines qui fonctionnent et combien de repas sont préparés. C'est parce que nous avons un dispositif digital très robuste et malheureusement, on a juste travaillé sur le côté de autant pour moi, demande. Parce que l'un des défis majeurs, c'est que nous avons toujours adressé la question de la demande. Nous voulons que les cantines fonctionnent, nous avons besoin de tant de tonnes de céréales, mais nous n'avons jamais questionné l'aspect offre. D'où vient maintenant cette demande? Qui satisfait cette demande? Et c'est dans ce sens qu'on va développer dans cette même plateforme un dispositif qui va permettre de dire dans telle région, voilà le nombre de coopératives, voilà le nombre d'OP et qui produit quoi. Et on va créer un marché virtuel qui va permettre à l'école de dire voilà ce que je veux donner à mes enfants, voilà les coopératives ou bien les produits qui les produisent. Et avec les contacts, on va mettre en musique donc, ces contrats. Donc, ça veut dire que nous travaillons sur tous ces aspects véritablement pour mettre en valeur les candidats. Je vais terminer par ça. Donc, la coordination, elle est fondamentale. Quelqu'un l'a dit. Aujourd'hui, l'éducation ne peut pas véritablement produire les résultats escomptés si on n'adresse pas suffisamment les questions de vulnérabilité, je l'ai dit. Il y a des enfants qui quittent l'école très tôt parce que justement, c'est une question juste de faim. Il y a des enfants qui quittent l'école parce que tout simplement, ils ne peuvent pas faire 4 fois un trajet de 2 ou 3 ou 4 kilomètres. Et puisque l'éducation est un droit qui doit être exercé par tous les enfants du pays, on doit analyser les difficultés, on doit analyser les vulnérabilités pour leur trouver des réponses. C'est dans ce sens que le ministère de l'Éducation nationale a commandité une étude qu'on a appelée cartographie des vulnérabilités, et ça en est sorti un outil qui permet de dire quel est le niveau de vulnérabilité de chaque école en lien avec beaucoup d'autres facteurs. Et aujourd'hui, nous avons véritablement le statut de chaque école par rapport à ces niveaux de vulnérabilité. Et nous, quand on viendra cibler pour les cantines, on va d'abord satisfaire les écoles qui sont dans des niveaux de vulnérabilité très extrêmes et peut-être venir pour les autres. C'est pour dire que tout simplement, le ministère de l'Éducation nationale est tellement conscient de ces questions qu'il a développé des mécanismes, des espaces de coordination pour les venir à bon. Maintenant, moi, je dis très souvent, et c'est là que je termine, l'intérêt des cantines scolaires, pour moi, c'est un débat dépassé. Les cantines sont importantes. Ça crée des marchés. Pour moi, c'est un vieux débat. Le véritable débat, c'est quoi? Comment arriver à faire en sorte que toutes les écoles du Sénégal disposent de cantines? Parce que la cantine n'est pas uniquement un instrument de lutte contre la pauvreté. Ça va au-delà. C'est un instrument de développement local. C'est un instrument qui permet à chaque enfant d'être dans les meilleures formes. Parce que ici, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on a mangé ce matin. Le fait de manger ne veut pas dire qu'on est pauvre ou pas. L'école, c'est une commodité. Et le ministère de l'Éducation nationale également, dans le schéma même de construction des écoles, est en train d'intégrer la dimension cantine scolaire parce que souvent dans nos écoles, on a toujours considéré que c'est un ensemble de classes. Alors qu'une école, c'est un cadre de vie. C'est un cadre de vie. Il nous faut des cuisines, il nous faut des réfectoires, il nous faut des magazines destinés à garder les vivres. Et c'est tout cet environnement qui est tenté de changer au sein du ministère. Peut-être nous n'avons pas assez communiqué, mais nous le ferons. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Seck. Vous avez répondu à presque l'ensemble des questions. On me dit qu'on nous donne 5 minutes de plus parce que normalement, notre panel est terminé. Alors, je demanderai la compréhension des panélistes et je leur donnerai 1 minute chacun puisqu'il reste 5 panélistes pour le mot de la fin. Mais sachez que vraiment, Monsieur Seck vous a dignement représenté dans les réponses. Il a été pertinent, engagé et puis il a parlé avec beaucoup de passion. Donc, je ne sais pas comment vous allez pouvoir parler à la suite. Okay. Courage.
Merci beaucoup, Madame la modératrice. Moi, en fait, mon intervention, c'est un enjeu que je vois sur les cantines scolaires, notamment tout ce qui est produit frais. Aujourd'hui, quand on observe en tout cas le cycle de production et le cycle académique au niveau des légumes, en début d'année, en fait, les produits horticoles sont en train d'être produits. 2 mois après, ça ne coûte rien du tout. Après, ça flambe. Et dans les écoles, il n'y a pas de dispositif qui permette vraiment de pouvoir conserver ces produits-là. Je pense que là où monsieur qui parle de machinerie, il faudrait que l'entrepreneuriat puisse se positionner davantage sur ce maillon-là pour permettre vraiment de diversifier davantage, en tout cas les produits locaux qui sont au niveau des actifs, notamment les produits frais. Merci beaucoup, Madame Dia. Voilà, man damay wax rek pour le consommateur local, il faut que ñun ñëpp ñu mën si jàpp pour le cantine scolaire. Cantine scolaire, oui, c'est pour jàppale wér-gu-yaram bi pour sunu njaboot bi. Madame, vous parlez pour l'énergie solaire. Je crois que nous avons plus de 10 machines dans l'unité et je crois que pour l'énergie solaire, on ne peut pas nous satisfaire pour le moment. Peut-être avec les recherches, peut-être ça va venir, mais actuellement, on ne peut pas l'utiliser. Merci. Merci. Je voudrais revenir sur 2 questions qui ont été posées ou 2 commentaires qui ont été faits et sur lesquels il me semble important que nous puissions répondre. La première, c'est par rapport à la commande publique. Comment faire en sorte que les produits issus de l'agroécologie, les produits faits pour pouvoir répondre à certains critères qui sont liés à la protection de l'environnement, des produits qui permettent de protéger l'environnement, de lutter contre les changements climatiques, mais aussi qui sont faits selon des pratiques durables. Comment faire pour que dans le processus régulatoire, nous puissions nous assurer que ces produits bénéficient d'une faveur. C'est un plaidoyer que nous menons auprès de l'ARCO, l'Agence de régulation de la commande publique, pour leur dire, ces produits issus de l'agroécologie, on doit faire en sorte que dans la commande publique, vers les marchés institutionnels, que ces produits puissent avoir un plus par rapport aux autres produits. Donc, vous avez absolument raison. C'est un plaidoyer qu'il faut mener et qu'il faut continuer à mener. Et cela se fera à travers une synergie de tous les acteurs. Faire en sorte que tout le système alimentaire que nous avons décrit ici, chacun puisse dire, voilà le type de régulation que nous voulons pour nos produits sur nos marchés. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est par rapport à la ligne budgétaire. Jusqu'à 2023, sur 1 000 milliards du budget du ministère de l'Éducation nationale, seul 0,11% de ce budget était affecté à l'alimentation scolaire. Daouda Diagne est là, qui a fait l'étude pour notre consortium, avec l'appui de Counterpart. Avec le plaidoyer qui est fait, avec les nouvelles autorités, et cette nouvelle vision qui s'instaure et qui a été décrite par SEC, qui fait de l'alimentation scolaire un levier, un moteur de développement, qui dit que l'alimentation scolaire peut tirer la consommation, peut nous amener vers la souveraineté alimentaire. Nous sommes passés à 4 milliards de francs CFA dans le budget du ministère de l'Éducation nationale affectés à l'alimentation scolaire. Donc, c'est les 2 points sur lesquels, Laure, il m'a paru important de donner ces clarifications-là. Merci beaucoup. Et on va passer maintenant à Sidi. Sidi, en 30 secondes. 30 secondes, je ne sais pas, mais je vais essayer. Je voulais juste dire 2 choses pour clôturer. La première chose, c'est que il serait intéressant de revoir ce qu'on appelle l'environnement juridique de l'accès aux commandes des marchés institutionnels.
On peut répondre à la question posée par Madame. Au-delà même de l'accès des femmes à ces commandes, moi, je pense qu'on peut voir comment on peut faciliter l'accès de ce qu'on appelle les petits producteurs, entre guillemets. Ce n'est pas pour les minimiser, mais c'est par rapport à leur capacité de production. Femmes, hommes, jeunes, moins jeunes. Donc l'environnement, les règles, les décrets qui résistent cet accès aux commandes et institutions, je pense que ça mérite d'être réformé pour faciliter l'accès. La deuxième chose, c'est tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Il y a des travaux qui sont déjà réalisés là-dessus sur l'impact des cantines. Ce n'est pas un débat, c'est assuré. Donc, vous pouvez accéder aux différents rapports pour creuser davantage pour ceux que ça intéresse auprès du groupe Zemsan ou bien aussi à partir du site de l'IPAR. Il y a un travail qui a été fait aussi sur l'état de la question au niveau du Sénégal dans le cadre de la coalition mondiale pour les repas scolaires. Merci. Merci beaucoup, Sidi. Et last but not least, non, toujours 30. Okay. Where to put your money, okay? So the most important for nutritional outcomes are the first 1,000 days from conception to year 2. So I would put 50% there, or 60% and 40% in school meals, because if you can keep the girls in school, you will have also better birth outcomes and better overall nutrition outcomes for the next generation, okay? So split your money. Donc, si on doit investir son argent quelque part, elle dirait qu'il y a un focus à mettre sur les premiers 1000 jours d'un enfant. Donc, investir peut-être 60% de nos financements sur cette période-là concernant les enfants et tout le reste sur les cantines scolaires. Donc, merci beaucoup, Claudia. Merci beaucoup aux panélistes qui sont avec nous, qui ont été extrêmement engagés, passionnés, très vrais dans ce qu'ils ont partagé avec nous. Et aussi, je voudrais remercier particulièrement Monsieur Seck de la division des cantines scolaires. On l'a sollicité tardivement et il a tenu à être là. Et vraiment, ce panel n'aurait pas été le même sans vous. Je vous remercie de votre grande disponibilité. Merci aux participants pour les questions. Merci pour votre présence. Et puis, excellent forum à tous.